Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Ork&Roll, la chaîne qui vous parle de jeux de rôle. Et aujourd'hui, petite vidéo du temps des fêtes. Ça y est, on est bientôt en 2025, on va quitter 2024. À l'heure où je tourne la vidéo, où Steve tourne la vidéo aussi, on est le 31 décembre, donc c'est un très bon moment pour vous souhaiter un bon temps des fêtes, une bonne fin d'année 2024 et un bon début 2025. On s'est dit qu'on allait faire un petit récapitulatif de notre année, bien qu'elle a été très chargée pour nous, on a eu beaucoup d'événements, mais on a eu l'occasion de passer et de découvrir plein de jeux de rôle, plein de suppléments, plein de choses intéressantes, et on s'est dit qu'on allait compiler ça dans un top 5 double, parce que moi j'ai mon top 5, Steve a son top 5, donc on a décidé de faire un top 5 chacun, et vous allez découvrir donc le top de l'un et de l'autre au cours de cette vidéo. Peut-être que ça vous donnera des idées pour Noël 2025, peut-être, je sais pas. Ou tout simplement pour faire plaisir, ou vous faire plaisir. On n'est pas obligé d'attendre toujours Noël pour se faire plaisir. Donc, c'est parti pour notre top 5 2024 des découvertes. Donc, c'est pas forcément des jeux qui sont sortis en 2024, mais c'est des jeux qu'on a découverts en 2024. Et sans plus tarder, c'est parti. On débute tout de suite avec ma 5e place. Donc, parmi tous les jeux qui auraient pu prendre la tête du palmarès, la 5e place revient à One Ring, l'anneau unique, le livre basé sur le Seigneur des Anneaux. Une ambiance très particulière parce qu'on va retrouver ce low fantasy qu'on retrouve en Terre du Milieu. Et donc, pour les amateurs de Tolkien, un très beau jeu avec beaucoup d'essence qui vaut la peine d'être découvert. Il y en a beaucoup qui vont se pencher vers la version qui ont sorti aussi de Free League pour la 5e édition. Donc, encore là, un beau système, mais qui est plus en high fantasy. Si vous voulez vraiment aller chercher l'essence de la Terre du Milieu, le côté rustique de la comté, tous ces éléments-là qu'on retrouve vraiment dans les livres, One Ring reste le meilleur choix pour les amateurs du Seigneur des Anneaux. Fait que ça, c'était mon coup de cœur en 5e position. Mon numéro 5, Hit the Reich de Rowan Rook and Deckard. C'est un jeu de rôle one-shot. Définitivement, on ne ferait pas une campagne de ça où il va falloir être un très bon meneur de jeu vachement imaginatif. Mais ceci dit, avec Hit the Reich, j'ai vraiment eu cette sensation, quand je l'ai ouvert, je me suis dit, ok, et ça c'est vraiment beau. Ça, c'est vraiment beau. Et juste le concept me parlait de base. Là. C'est un jeu de rôle, donc je vais vous mettre des illustrations. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'illus à l'écran, puis vous allez voir que c'est super beau. Le concept, c'est facile. Vous êtes des vampires balancés sur Paris, occupé pendant la Seconde Guerre mondiale. Occupé par qui? Par des nazis. Et votre but, en tant que vampire envoyé par les forces alliées, c'est de bouffer du nazi. Donc, c'est ça. Vous allez partir d'un point A, suivre un itinéraire et arriver jusqu'à Hitler. Fait on est vraiment dans... Vous voyez, juste le concept de base, moi, ça m'a allumé tout de suite. Et les visuels aussi, les graphismes sont... les illustrations, pardon, sont vraiment très belles. Donc, c'est sûr que ça a comme un peu conforté mon idée de jouer à ce jeu-là. Puis, franchement, c'est vraiment super cool. C'est Hit the Reich, c'est vraiment un super beau jeu avec un système ultra fluide de pool de D6. Pas du tout comme le Year Zero Engine, on est vraiment ailleurs. Là, il y a vraiment une pool de dés à gérer. Puis, vous avez des objectifs à affaiblir, puis des ennemis à affaiblir qui font partie de l'objectif, qui font partie du niveau de danger. Puis, vous allez aller de point en point jusqu'à arriver jusqu'à Hitler. Donc, c'est cool, c'est rafraîchissant. Je vous le conseille. Je vais vous mettre un lien dans la vidéo pour aller sur le site officiel pour aller jeter un œil. Allez-y, ça c'était mon top 5 2024. Numéro 4. Donc, Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, qui gagne la 4e place du palmarès des meilleurs jeux, selon moi, de 2024. Dans mon évaluation, j'aime beaucoup l'horreur, j'aime beaucoup ce qui est plus gore, plus dark. Fait que j'ai vraiment trouvé cette édition qui était intéressante en apportant plusieurs nouvelles mécaniques. Pour ceux qui ont lu la version anglaise et française, je crois qu'il y a des modifications qui ont été faites après la sortie de la version anglaise, donc on pouvait retrouver sur leur site et tout, et qui ont déjà été intégrés dans la version française. Ça, c'est juste une impression parce qu'il y a beaucoup qui ont lu les deux puis qui m'ont dit c'était
mieux dans la version française, ce qui est assez rare aussi dans la plupart des livres de jeux de rôle. Mais ici, on retrouve une version française de Call of Cthulhu que j'ai trouvé vraiment excellente. On retourne encore avec le système dessin, on voit encore des avantages, désavantages, un peu comme dans plusieurs jeux actuellement, mais c'est vraiment sur du dessin. Une belle mécanique de jeu. On retrouve des campagnes qui sont autour des 1930, fait que tout ce côté-là qu'on peut aller chercher de Première, Deuxième Guerre mondiale dans ces alentours-là, qui peuvent faire une belle mécanique de jeu et d'histoire ensemble. Donc c'était vraiment ça pour ma quatrième place. Top 4 de mon année 2024. C'est un jeu qui n'est pas sorti en 2024. C'est un jeu qui a quelques années, on va dire ça comme ça, pour sa version anglaise, mais qui est plus récent pour sa version française. Il est sorti chez Arkham Asylum, mais à la base, il est sorti chez Modiphius sous le système 2D20. Je vais parler de Dune. Dune, c'est en fait, c'est surtout l'univers, je vais vous le dire tout de suite, c'est vraiment l'univers, mais Dune, les romans de Frank Herbert, même les romans, l'univers étendu, c'est mon univers de SF préféré. Donc, lorsque j'ai vu qu'il y avait la version française de Dune, je l'ai commandé le plus rapidement possible. Hein. Je me suis fait envoyer par mes parents. Mais en tout cas, j'ai quand même... voilà, c'était vraiment un amour pour l'univers surtout. Le système 2D20 est super intéressant. C'est quelque chose de très roleplay. C'est quelque chose qu'il va falloir appréhender quand même parce que ça demande beaucoup de blabla avec les joueurs. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui aiment moins ça. Les règles sont plus malléables, on va dire, le système de D20, mais cela dit, c'est quand même très fluide, ça se joue assez bien. Et voilà quoi, on est dans Dune, quoi. On est dans Dune, on est sur Arrakis, on joue des Fremen si vous voulez, mais on joue aussi, vous pouvez jouer des Atreides, vous pouvez même jouer des Harkonnen, il n'y a pas rien qui vous empêche de jouer les méchants de l'histoire. Donc voilà, Dune. Moi j'ai adoré, c'est magnifique, les illustrations sont magnifiques, c'est très très bien écrit. En plus il y a tout un tas de suppléments qui sont sortis et qui continuent de sortir en français chez Arcane et qui vont continuer à sortir bien sûr chez Modiphius. Donc franchement allez-y, Dune, pour ceux qui sont comme moi amoureux de l'univers écrit par Frank Herbert, allez-y, c'est tout simplement magnifique. Puis en plus de ça, trouver des bandes son pour mettre dans vos parties de Dune, c'est vraiment pas très compliqué. Donc voilà, c'était mon numéro 4 pour 2024, Dune, aventure dans l'Imperium. La troisième étoile du match est pour Fallout. Donc, on entend beaucoup parler à la télévision, on entend beaucoup parler dans les jeux vidéo. Donc, le système Fallout que j'ai découvert cette année, qui a été vraiment une révélation. Je connaissais les jeux, on écoutait la série comme beaucoup d'entre vous, mais le système va aller vraiment chercher l'essence de Fallout. Donc, que ce soit, si vous tripez sur le contexte de l'histoire, les armures assistées, les mécaniques du jeu qui font que tes armes brisent, tout ce côté-là dans Fallout est représenté dans le système. Et avec les 2 nouveaux livres qui viennent de sortir pour les guerres entre les shelters, entre les campements et entre les systèmes de réputation qui vont aller chercher justement avec les campements. C'est vraiment intéressant, la mécanique qu'on peut aller pousser. Il y a une des mécaniques profondes aussi sur le système de survie. Donc, est-ce que tu as assez d'eau? Est-ce que tu as assez de nourriture? Est-ce que tu portes trop lourd? Ton armure assistée qui s'en va se briser et qui va faire finalement en sorte que tu dois justement abandonner du matériel, du craft, donc d'aller travailler justement avec les trucs que tu as trouvés pour construire. Le système a vraiment été bien pensé, représentant l'univers comme tel qu'on peut retrouver dans les jeux. Fait que si vous êtes fan de Fallout et vous aimez le jeu sur table, c'est vraiment essayé. Ou tout univers post-apo, là, on va vraiment aller chercher. Ça pourrait être adapté pour à peu près n'importe quoi de post-apo. C'est vraiment un délice à lire. Donc voilà pour mon numéro 3. Mon numéro 3, qui aurait pu être mon numéro 2, ou peut-être même mon numéro 1, mais j'ai dû faire un choix, j'ai dû classer. Donc mon numéro 2, c'est Pirate Borg. Pirate Borg, pour ceux qui sont habitués, Pirate Borg, vous reconnaissez un petit peu Pirate Borg, Morgborg, bon, voilà, on a cette apparenté-là, parce que oui, en fait, Pirate Borg, c'est Morgborg au temps des pirates. Donc, vous allez jouer des pirates dans les Dark Caribbean,
J'ai jamais su prononcer Caribbean. Vous jouez une gang de pirates. Vous pouvez être sur l'eau ou pas, mais en tout cas, vous allez jouer des pirates. Vous pouvez être des morts-vivants, vous pouvez être des sorciers, vous pouvez être des bagarreurs, des sharpshooters. Vous pouvez être français, espagnol, anglais. Je pense que c'est tout. Néerlandais, je crois, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez jouer pas mal de choses. Et ça a été mon jeu coup de cœur à jouer en fait en one shot. Pour mes one-shots, là, ça a été mon jeu coup de cœur. J'en ai fait au moins 6 ou 7 parties de Pirate Borg depuis le début de l'année. Franchement, c'est du bonbon. Pirate Borg, c'est vraiment jouissif. C'est un système OSR, donc c'est très mortel. Toutes les caracs sont tirées au hasard, donc forcément, il se peut que vous ayez des joueurs avec 3 points de vie. Hein. Moi, dans une de mes parties, j'avais une personne qui jouait un tank. Je sais plus le nom de la classe exact. C'était un tank, mais elle avait 3 points de vie. Donc voilà, elle est morte ultra facilement. Mais l'avantage, c'est que c'est un système comme Mörk Borg. Donc c'est un système OSR très fluide, très malléable. Donc vous pouvez facilement les faire revenir. Fait que moi, j'ai fait revenir mes morts en squelette ou en zombie ou en spectre ou en fantôme. Bref, je les ai comme fait revenir pour continuer la partie. Ils avaient juste changé de classe, entre guillemets. Ils avaient comme juste des différences, mais sinon, c'est tout. Fait que, c'est magnifique. Le jeu est super bien illustré. On retrouve vraiment cette patte un peu à la Mörk Borg. Il y en a un peu partout. Parfois, l'information est moins difficile, moins facile. Plus facile que Mörk Borg, mais moins facile qu'un livre classique, c'est sûr. Hein. On garde ce côté un peu Borg pour ceux qui ont joué à Cyborg ou ceux qui ont joué à Mörk Borg ou bref. Il y a eu plein maintenant des jeux des jeux de Borg quelque chose. Fait que j'ai vu aussi qu'il y avait Starborg qui était sorti. Je connaissais pas vraiment, je viens de découvrir ça. Bref, il y en a plein des Borg. Mais Pirate Borg, si vous voulez jouer de la piraterie, moi je me cherchais un jeu de pirate, mais facile en fait. Et vraiment ça a super bien marché. J'ai même utilisé Pirate Borg pour faire une partie de Mousquetaire. Aucun rapport, mais j'en ai profité en fait pour la sortie des films du Trois Mousquetaires et du Comte de Monte Cristo. On a fait une petite partie Mousquetaire et j'ai utilisé quasiment entièrement Pirate Borg. J'ai juste changé 2-3 choses, mais sinon c'était ça. Et vraiment génial quoi. C'est du bonbon. Donc Pirate Borg, mon numéro 3 pour l'année 2024. C'était dur de le placer en numéro 3, mais j'ai obligé de faire un choix. Donc Pirate Borg 2024. C'est par Limitron. C'est par Limitron, donc c'est une petite boîte vraiment super dynamique avec un beau contenu. Donc allez jeter un œil, je mettrai un lien dans la description. On est rendu à mon numéro 3. Donc, mon numéro 2, c'est une surprise en fait. C'est pas un système que j'avais de base regardé en Kickstarter ou que j'avais pas même pensé aimer avant qu'on me le présente. Donc, pendant une des soirées qu'on devait animer avec Rock'n'Roll, donc qui était à plusieurs reprises, on est allé faire des parties de jeux de rôle à droite, à gauche, où on était invités. Et on nous a proposé justement ce livre-là pour animer une soirée. Déjà, tu sais, j'aime bien lire en anglais, mais je prends plus mon temps. Et on me présente le livre qui est Broken Tales. J'ai commencé à lire le livre et ça se lit tout seul. C'est vraiment un système qui est super agréable, qui est une belle présentation en plus. Le livre est intéressant. Et c'est un système, oui, sombre, où on va inverser les personnages de nos romans, de nos Disney, de tous nos contes d'Anderson. Donc, les personnages les gentils deviennent les vilains et les vilains deviennent les gentils. Et donc, tu vas jouer souvent un personnage qui est avec des sombres pulsions, mais qui veut faire le bien dans la plupart du temps. Et ça va vraiment créer une dynamique vraiment intéressante dans un système qui est hyper simple. Donc, tu choisis toujours le nombre de dés que tu veux jouer. Tu as juste des descriptifs, il faut que tu saches si ça s'applique ou pas. Et il ne faut pas que tu lances de 1 sur la poignée de dés que tu as. Fait que ça se joue tout seul, ça se joue bien, ça s'apprend en quelques minutes. Et ça a été vraiment un beau coup de cœur pour cette année 2024. Et je crois que tous les gens qui veulent des soirées pour rire, pour avoir du plaisir, mais qui veulent pas se casser la tête sur un système, c'est un système à découvrir. Donc vraiment intéressant. Numéro 2, numéro 1, numéro 2, rendu là, je vais vous avouer que les deux auraient pu être numéro 1, mais j'ai dû faire un choix. Et comme dans tous les tops et comme dans tout le temps, il faut toujours choisir, c'est compliqué. Mais mon numéro 2, c'est un jeu qui est sorti maintenant, je crois qu'il est sorti en 2016. Donc c'est un jeu de la Free League qui est sorti en 2016. Et pour ceux qui ont l'œil, il est juste là. C'est Forbidden Land.
un jeu édité donc par la Free League qui a été traduit par Arcane Asylum Publishing, et c'est un jeu de médiéval fantastique. Je me cherchais un jeu de médiéval fantastique en 2024. Moi, les D&D, c'est pas du tout mon truc. Pathfinder, j'aime déjà plus. Mais je me cherchais quelque chose de pas trop lourd, pas trop dark fantasy, même si j'adore la dark fantasy, mais mes joueurs sont pas forcément tout le temps fans de dark fantasy. Donc je me cherchais de la mettre fan, et je suis tombé sur Forbidden Land. J'adore le Year Zero Engine, je trouve que ça fonctionne super bien, c'est très rapide, il y a pas de voilà, il y a pas de chichi machin. C'est sûr qu'on peut se plaindre un petit peu pour la progression de personnages, on sent pas trop cette montée en puissance là. Puis dans Forbidden Land, vous sentez pas énormément non plus la montée en puissance, mais cela dit, c'est très intéressant comme système. Et en fait, ce qui m'a plu surtout, c'est que c'est du X-Scroll. C'est du voyage en fait. C'est un jeu sur un X-Scroll, donc une carte, et vous explorez. Donc, c'est l'essence même d'un jeu, selon moi, de médiéval fantastique, d'exploration en fait. Et vous n'êtes pas des héros. Ça aussi, ça m'a plu beaucoup, parce que moi, j'en ai marre des jeux où on est un héros. Voilà, on est toujours des héros de tout, de rien. Non. T'as un gars dans les contrées interdites qui veut juste se faire du cash et qui va chercher des artefacts, et qui, oui, de temps en temps, ok, tu vas sauver un peu l'orphelin, mais c'est sûr que, bah, tu sais, s'il y a un petit peu d'argent à la clé, c'est quand même mieux. Bon. Et bah, c'est ça, Forbidden Land. C'est vraiment super cool. Il y a du lore, super intéressant aussi. C'est assez dark quand même. Mais c'est pas si dark que ça, mais c'est pas de la dark fantasy, mais il y a quand même un lourd passif, ce jeu-là, enfin, ce lore-là. Cette contrée interdite-là, elle a quand même un lourd passif. Mais en tout cas, je suis tombé vraiment en amour. Je me suis acheté toutes les extensions, tous les modules. J'ai adoré. J'ai juste hâte, c'est de continuer à dépasser en fait le Corvan pour aller dans les autres contrées, on va dire ça comme ça, qui gravitent dans Forbidden Land. J'ai vraiment hâte. Donc Forbidden Land, c'était dur de le mettre. C'était vraiment dur de le mettre en deux. Mais le numéro 1 était encore plus un coup de cœur. Donc je vous dis, un top 5, c'est dur. Un top 10, ça aurait été plus facile, mais top 5, là, faut mettre ses gros coups de cœur. Et ça a été ça pour moi, ça a été Forbidden Land en numéro 2. Un jeu excellent, franchement, pour ceux qui veulent la mettre fan. Et puis, en plus, vous pouvez bâtir une forteresse, vous pouvez construire une forteresse, vous pouvez upgrader votre forteresse. Vraiment, c'est du bonbon. Fait que, mon numéro 2, Forbidden. Donc, pour terminer ce palmarès des 5 jeux qui m'ont le plus marqué en 2024, c'est le seul jeu que j'avais pas à vous montrer ce soir. La raison, c'est parce que j'ai la chance de le recevoir dans quelques jours en format collector. Donc, je vous parle de God. G-O-D-S, là, pour ceux qui cherchent. Un système qui est basé sur les systèmes Vermine, pour ceux qui connaissent dans le jeu de rôle. Une ambiance très, très sombre. Une ambiance où ton personnage débute et tu n'es rien. Tu dois avoir peur de tout. Une ambiance où tu dois justement lutter pour ta vie constamment dans un monde que t'es pas trop sûr de pourquoi les choses se passent comme ça. Fait que c'est encore, j'aurais tendance à dire, plus sombre que Call of Cthulhu. On reste quand même dans une époque plus médiévale, mais vraiment, vraiment intéressant. Le lore de God est vraiment, vraiment complet. Un beau livre de descriptif, d'histoire en profondeur. Et tout le long de ton personnage va trouver un artefact et il va devoir évoluer pour devenir un dieu, là, finalement. Donc, on sait pas trop, la façon de le lire, ça dépend comment vous l'interprétez, mais soit tu prends les pouvoirs du dieu puis tu finis par l'incarner, ou à l'inverse, c'est lui qui prend genre possession de ton corps avec le temps. C'est vraiment une belle dynamique, et je crois que God a gagné le palmarès par son côté sombre, simple à jouer, et cette profondeur de lore. Fait qu'il y avait vraiment tout pour faire un bon jeu de rôle, selon moi. Donc, à la lumière de ces 5-là, j'espère vous avoir donné le goût d'en essayer, d'avoir approfondi un peu la connaissance dans certains lore, et je vous laisse deviner les prochaines capsules qu'on va faire dans les prochaines semaines sur quel livre que je vais porter, parce que je pense qu'on n'a pas encore présenté au moins 3 d'entre eux, là. Fait que au plaisir de vous les faire découvrir plus en profondeur. Et enfin, ça y est, mon numéro 1. Alors, mon numéro 1, lui, par contre, c'était assez facile de le mettre premier. J'ai comme pas trop hésité. Un petit peu, comme je vous disais, avec mon numéro 2, Forbidden Land, j'ai vraiment hésité entre les deux. Mais
mais voilà, le cœur parle et mon numéro 2, c'est The Electric State. The Electric State. Comment dire ça? Alors moi, j'adore Tale from the Loop, Think from the Flood. J'ai beaucoup aimé aussi ce côté plus vieux, en fait, plus mûr, on va dire. On parlera pas de mature, mais un peu plus mûr dans Think from the Flood. Mais The Electric State, ça a ce parfum de mélancolie vraiment que j'adore. Les illustrations de Simon Stahlenhag, ma prononciation, excusez-moi, mais c'est ça, les illustrations sont magnifiques, ça retranscrit très bien l'univers. On est vraiment sur de la mélancolie adulte, en fait. On est, pour moi, en fait, c'est Tale from the Loop, mais mature. C'est Tale from the Loop pour des gens de nos âges qui vivent dans cette génération-là, avec ce niveau technologique-là qu'on voit tout le temps progresser, puis on se dit, mais mettons que ça plante, ou mettons que ça plante pas, puis ça va encore plus loin, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, Electric State, c'est ça. C'est, en fait, la technologie est rendue tellement loin, tellement haut, qu'en fait, ben, le reste, c'est de la merde, quoi. Le reste, ta vie à côté, c'est nul, puis tout s'effondre, quoi. Et puis toi, tu vis là, à travers ça, puis tu essaies juste de faire ta vie. Mais c'est vraiment dépressif. C'est vraiment un jeu qui est déprimant, mais dans le côté poétique du terme, pas dans le côté triste du terme. On est vraiment dans quelque chose de poétique. Moi, j'ai beaucoup retrouvé il y a un peu de Max Weber, donc, tu sais, ce désenchantement du monde. On le retrouve beaucoup là-dedans. Mais j'ai aussi un peu trouvé du La Route. C'est sûr qu'on peut aussi faire des parallèles avec le film qui est sorti, Civil War. Ce côté des États-Unis qui sont complètement déglingués, tout ça. Il y a un peu de La Route aussi, parce que forcément, bah, vous allez croiser des gens, c'est moins dark que La Route quand même, mais vous allez croiser des gens qui sont pas bien, etc. Puis qui traversent ça à leur manière. Puis en fait, vous faites un voyage. Puis ce voyage-là, c'est un peu un voyage de nous-mêmes, en fait. Puis il n'y a rien qui empêche le meneur de jeu, puis c'est même fortement incité par le livre, en fait, et par les auteurs, de faire quelque chose de profondément humain, au sens émotionnel du terme. Et vous allez vivre un voyage comme quasiment initiatique, en fait, vers une rédemption, un espoir, en fait, de survivre, de retrouver une vie normale, ce que vous ne retrouverez pas, en fait, de vie normale, parce que dans les Electric State, même si, voilà, Pacifica, on vous vend ça comme quelque chose de plus idyllique, entre guillemets, mais la technologie est là pareil, puis le mal est déjà mis, hein, est déjà fait, en fait, vous devez survivre. Et puis, les Electric State, c'est ça. Et ça, j'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que c'est mon numéro 1, parce que l'ambiance, je me suis fait comme complètement happé par l'ambiance. J'avais eu ça un petit peu avec Tale from the Loop quand je l'ai lu la première fois, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est Electric State, ça vous cogne dessus. C'est super bon. Le Year Zero Engine fonctionne vraiment super bien. Les illustrations, bref, mais c'est surtout l'ambiance, quoi. Puis moi, je réutilise la même playlist que de Tale from the Loop, qui était donné avec le bouquin quand vous le téléchargez là. Vous pouviez télécharger ça aussi, et la playlist là, elle est disponible normalement sur le site de Free League, je crois, mais vous pouviez télécharger ça. Puis la playlist, moi j'utilise la même playlist, elle fonctionne super bien, et vraiment c'est mon coup de cœur, c'est mon gros coup de cœur. Et lui, pour le coup, il est sorti en 2024 en plus, mais ça c'est vraiment mon énorme coup de cœur. J'espère vraiment qu'il va y avoir un supplément là-dessus. J'espère sur Labyrinthe, peut-être le nouveau livre il n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas il n'est pas si vieux, de Simon Stahlenhag. Ma prononciation est toujours aussi mauvaise, mais voilà, ça c'était mon numéro 1. Je vous le conseille fortement pour ceux qui aiment les aventures plus humaines, plus à taille humaine, mais quand même avec ce côté, voilà, il y a quand même ce côté technologique qui est là. Il y a quand même des robots, il y a quand même des machins, voilà, on retrouve vraiment l'ambiance originale, on va dire, de Tale from the Loop, là où tout a commencé. Mais voilà, c'est différent, mais je vous le recommande. Et ça, c'était mon gros coup de cœur. Voilà, merci d'avoir suivi ce top 5 de 2024, top 5 des découvertes, top 5 en duo, on va dire ça comme ça, top 10 pour ceux qui veulent, 2024, pardon. Déjà, ça passe vite, on est déjà le 31 décembre 2024. Ça a été une grosse année pour nous. On attend une année 2025 encore plus grosse, avec encore plus de livres de jeux de rôle, encore plus de parties, encore plus de délire. Et on vous souhaite tout ça
ainsi que la santé et le bonheur pour 2025. Avec votre famille, vos amis, bref, tout le monde, on vous souhaite tout ça. Et on vous attend avec impatience en 2025 pour des nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Et bonne année 2025.